Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Containeriser une application Java, à première vue, ça semble facile. On prend son code, on l'emballe dans un container, on déploie, et voilà. Mais la réalité est souvent bien plus complexe. Derrière cette apparente simplicité se cachent des pièges qui peuvent transformer un projet en cauchemar de performance, avec des factures cloud qui explosent. Cette question, elle est sur toutes les lèvres. Pourquoi mon appli rame? Pourquoi ça me coûte si cher? C'est le problème que beaucoup de développeurs rencontrent. L'idée ici, c'est justement de décortiquer ces symptômes pour y apporter des solutions concrètes et efficaces. Bon, alors, voici notre feuille de route. On va commencer par le piège de l'automatique, puis on plongera dans la gestion de la mémoire de la JVM, ensuite on verra pourquoi les runtimes modernes changent la donne, comment choisir une bonne image de base, et on terminera avec un plan d'action clair. C'est parti! Allez, première étape, on va parler de ce que j'appelle le piège de l'automatique. C'est quand on se fie un peu trop aux outils qui promettent de tout faire à notre place. C'est pratique, oui, mais ça peut vite devenir une boîte noire qui cache de très mauvaises surprises pour les performances. Alors le problème typique, c'est celui-ci. On donne à notre conteneur, disons, 4 Go de RAM et 16 cœurs de processeur. On se dit qu'on est large. Sauf que la machine virtuelle Java, la fameuse JVM, elle n'envoie qu'une toute petite partie. Peut-être 1 giga et seulement 2 threads. Les ressources sont bien là, disponibles, mais l'application, elle, est complètement aveugle. Heureusement, la solution est plutôt simple. Il suffit d'utiliser une variable d'environnement, Java Tool Options, pour dire explicitement à la JVM « Hey, regarde, tu as 3 Go de RAM et 4 processeurs à ta disposition, alors serre-t'en ». Et là, d'un coup, on reprend le contrôle et on s'assure que les ressources ne sont pas gaspillées. Ok, maintenant que notre JVM voit bien les ressources qu'on lui a données, on passe à l'étape suivante, et c'est une étape cruciale. Maîtriser la mémoire. C'est vraiment le cœur du réacteur pour une application Java. Ah, l'incontournable. L'erreur que tout le monde redoute. Out of memory error. Ce message, c'est le symptôme classique d'une mauvaise configuration. Il signifie que le tâche Java, la zone de mémoire principale, est tout simplement trop petit pour ce que l'application essaie de faire. Alors, comment on fait pour bien dimensionner ce tas? Eh bien, il faut arrêter de deviner. La bonne approche, c'est une approche scientifique. On active les logs du garbage collector, le nettoyeur de mémoire. On regarde combien l'application consomme réellement en conditions normales. On ajoute une petite marge de sécurité pour les pics. Et surtout, on valide tout ça avec des tests de charge. Et attention à ce piège, il est très subtil. En voulant être un peu trop économe, en allouant moins de 2 Go de RAM et moins de 2 CPU, on risque de faire basculer la JVM sur le Serial GC. C'est le collecteur de déchets le plus basique et le plus lent, car il n'utilise qu'un seul thread. Résultat, l'application peut se figer pendant les nettoyages mémoire. Mais ce n'est pas tout. La mémoire en Java, ce n'est pas juste le tas. Il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire native. C'est la mémoire que la JVM utilise pour ses propres besoins, en dehors du tas. Et cette partie peut être bien plus grande qu'on l'imagine. Pour y voir plus clair et savoir ce qui se passe vraiment sous le capot, il y a un outil formidable, la commande jcommand. En l'utilisant, on peut inspecter en détail cette mémoire native. C'est indispensable pour définir une limite de mémoire correcte pour le container, sinon il risque de se faire tuer sans préavis. Un dernier mot sur la mémoire, le swap. Pour une application Java, c'est l'ennemi public numéro 1. Si le système d'exploitation commence à écrire des morceaux du tas Java sur le disque, les performances s'effondrent de manière spectaculaire. La règle d'or, c'est de toujours désactiver le swap. Bon, on a parlé configuration. Parlons maintenant de l'outil lui-même, le runtime Java. Utiliser une version récente, ce n'est pas juste un caprice. Les versions modernes ont une conscience de leur environnement qui change absolument tout quand on parle de containers. La différence est flagrante. Avant, les vieilles versions du JDK étaient dans leur monde. Elles voyaient les ressources de la machine hôte complètes, ignorant totalement les limites du conteneur. Les JDK modernes, eux, sont intelligents. Ils voient les limites du conteneur et s'adaptent automatiquement. C'est grâce à une option qui est maintenant activée par défaut. Le message à retenir, c'est que la mise à jour est souvent la solution la plus simple et la plus impactante. Il faut toujours viser la dernière version disponible d'OpenJDK. Et même pour les projets qui doivent rester sur Java 8, il est impératif d'utiliser une version plus récente que la 8U212 pour bénéficier de cette prise en charge des containers. Parfait. Notre JVM est bien configurée et à jour. Maintenant, regardons sur quoi elle repose. L'image de base du conteneur. C'est le système d'exploitation minimaliste qui sert de fondation. Et sa taille a un impact direct sur les coûts et la sécurité.
Si on compare un peu ce qui existe, on voit vite des différences. CentOS, c'est fini. Alpine, c'est super léger, mais il n'y a pas de support commercial. À côté de ça, des options comme Alpaquita Linux arrivent à combiner le meilleur des deux mondes. Une taille minimale, une sécurité renforcée et un vrai support commercial derrière. Regardez ce chiffre, 3,32 mégaoctets. C'est tout ce que pèse l'image de base Alpaquita Linux avec Musl. C'est minuscule, et une image aussi petite, ça veut dire des économies directes sur la facture de stockage et des déploiements beaucoup plus rapides. Et le plus beau, c'est que migrer vers une base optimisée comme celle-ci n'a rien de compliqué. Ce n'est pas un projet qui dure des mois, c'est littéralement une seule ligne à changer dans son Dockerfile. C'est tout. On arrive à la fin. On a vu pas mal de choses. Il est temps de synthétiser tout ça en un plan d'action simple, une sorte de checklist pour bien faire les choses. Alors, récapitulons. Pour une containerisation Java qui fonctionne, il y a 6 grands principes. 1. On règle soi-même les paramètres importants de la JVM. 2. On mesure les vrais besoins en mémoire. 3. On alloue assez de ressources pour ne pas tomber dans le piège du serial GC. 4. On utilise un GDK moderne. 5. On choisit une image de base légère et sécurisée. Et enfin 6. On désactive le swap. C'est la base d'une application saine. Et pour finir, une question pour la route. Après avoir passé en revue tous ces pièges, quelle sera la toute première commande à lancer sur ses propres containers? Peut-être un simple Java version pour voir si le JDK est à jour, ou un petit JCMD pour jeter un œil à la mémoire native. Le plus important, en fait, c'est de commencer quelque part.